toutes et à tous et bienvenue dans votre émission L'étudiant live avec pour thème le juriste augmenté. Mais qu'est-ce que c'est que ce juriste augmenté? De quoi est-il question dans cette nouvelle version du métier, celle qui est recherchée par le monde du travail aujourd'hui et dont va nous parler mon invité du jour, Arthur Sauzet. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous avez beaucoup de casquettes. Vous êtes tout d'abord avocat en charge du conseil en transformation de la fonction juridique au sein de la société d'avocats EY. Vous êtes également youtubeur avec une chaîne du même nom, Arthur Sauzet, votre nom, votre prénom, et membre du comité pédagogique de l'école ESMD, une école spécialisée dans le droit. Je n'aurais pas dit mieux. Et pourtant, vous allez vous présenter, on va faire connaissance dans le qui est-ce. Dans cette première partie, je vous propose de vous présenter en 3 points de la manière que vous le souhaitez. Super, en tout cas merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui pour parler du juriste augmenté. Donc voilà, moi rapidement, je m'appelle Arthur. Donc rapidement, voilà, moi je m'appelle Arthur Sauzet, j'ai 30 ans, je suis avocat au sein du cabinet EY. Globalement, mon parcours était assez classique au début. Voilà, j'ai fait un bac scientifique, ensuite j'ai fait une double licence droit-histoire à Orléans, un master 1 et 2 en droit social, et après j'ai complété en fait mon parcours par une école de commerce, par l'EM Lyon, pour avoir un petit peu une double compétence business et juridique, parce que c'est vrai qu'on se rend compte de plus en plus que dans le monde du droit, c'est un marché qui est de plus en plus concurrentiel, il y a de plus en plus de monde, et c'est bien d'avoir en tout cas quelque chose en plus, un parcours, enfin en tout cas une petite spécificité business. Donc j'ai fait une école de commerce, ensuite j'ai fait l'école du barreau, donc voilà, jusque-là j'étais avocat de manière assez traditionnelle, et en fait en 2016 ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un bouleversement dans le monde du droit. Il y a plein de nouvelles technologies qui sont arrivées, d'intelligence artificielle, de blockchain, des startups du droit, en fait ce qu'on appelle des legal tech. Et là, je me suis mis assez rapidement dessus. Et donc, j'ai monté ma boîte de conseil en transformation digitale pour les acteurs du droit. Donc, je me suis mis à accompagner les cabinets d'avocats, les directions juridiques, les startups sur tous ces sujets de transformation digitale, vraiment avec un focus sur le monde du droit. Et en fait, je me suis fait racheter il y a quelques mois par un cabinet d'avocats d'affaires, qui est le cabinet EY. Et donc, j'ai ouvert le département conseil. Et bien justement, on a une première image un peu de ce que ça peut être le juriste augmenté aujourd'hui. Je vous propose de le découvrir un peu mieux dans le vrai ou faux. Et dans cette partie de l'émission, le vrai ou faux, je vais vous donner des affirmations, plutôt des fois des clichés, on va le voir, ou plutôt des idées qu'on a sur la profession aujourd'hui. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Voilà. Il y a beaucoup d'idées reçues. La première affirmation, c'est que les métiers du droit, c'est un avocat ou un magistrat en robe longue avec des dossiers et le code sous le bras. Ça, c'est l'image qu'on a, la plus classique. Alors, je suis désolé, mais j'ai pas de robe sur moi tout de suite. Parce que vous êtes changé, non, pour aujourd'hui? C'est ça. Déjà, je suis habillé, ça change. et donc, du coup, concrètement, non, en fait, c'est vrai que quand on est étudiant, on imagine le monde du droit comme avec des métiers qui sont très figés, surtout avocat, magistrat, enfin juge, procureur. Et en fait, aujourd'hui, il y a plein de métiers possibles. Déjà, dans les juristes d'entreprise, qui sont finalement des avocats, mais qui exercent en entreprise, qui conseillent les sociétés. Aujourd'hui, il y en a beaucoup dans plein de domaines. On pense évidemment aussi aux nouveaux métiers du droit qui arrivent. Le métier de délégué à la protection des données, qui est un métier qui se développe énormément en entreprise. On pense au métier de compliance officer, qui est aussi un métier juridique qui marche extrêmement bien depuis quelques années. On parlera des métiers tout à l'heure. On parlera des métiers, d'accord. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'est pas vrai alors. Cette image qu'on a, ça représente combien de pourcents à peu près? Aujourd'hui, on peut dire, en termes de pourcentage, il y a 70 000 avocats en France. Il y a à peu près, je crois, il doit y avoir 40 000 juristes d'entreprise. Et puis ensuite, des magistrats et d'autres domaines. Donc non, il n'y a pas que ce métier-là. Ok, bon, ça au moins, c'est fait, on le sait. C'est pas une bonne image qu'on a. Les nouvelles technologies ont intégré les métiers du droit. Du coup, ça c'est vrai, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelques années, lorsqu'on pensait droit, on pensait code civil sous le bras, etc. Et en fait, maintenant, un avocat, un juriste, même un magistrat, doit être capable d'utiliser les nouvelles technologies. Notamment, on pense à la justice prédictive, on pense à la technologie d'automatisation, des rédactions, des recherches. Et aujourd'hui, dans les cabinets, un avocat, c'est pas que le droit, c'est aussi être capable de travailler différemment et d'utiliser des technologies juridiques. Et donc, pour travailler dans les métiers du droit aujourd'hui, c'est indispensable de s'intéresser aux nouvelles technologies. Ça, c'est vrai ou c'est faux?
Bah ouais, tout à fait. Ouais, en tout cas, c'est pas indispensable dans le sens où chacun fait ce qu'il veut. Et c'est vrai que notamment, je pense aux avocats pénalistes, ceux qui font la défense criminelle. Ben, eux, ils ont encore une approche assez traditionnelle. Mais dès lors qu'on parle du droit des affaires, dès lors qu'on parle de choses un petit peu plus sophistiquées, et ben là, forcément, il n'y a pas le choix de s'y intéresser parce que sinon, c'est un coup à rester sur le côté et laisser le train passer. Et donc, c'est une profession beaucoup plus attractive qui a énormément évolué en 5 ans, ça c'est vrai? En 5 ans, c'est assez impressionnant. Il faut imaginer, t'imagines, je te tutoie ou on se tutoie, on se vous voit. Moi, je vous vois. Moi, je veux tutoyer. Ça si marche, il n'y a te aucun convient. problème. Voilà, donc en fait, il y a 5 ans, lorsque je disais que je m'intéressais à ces sujets de transformation, on me disait que j'étais un braconnier du droit. On me disait, enfin moi et mes collègues qui faisaient un petit peu la même chose, qu'on était, on va dire qu'on portait atteinte à la dignité de la profession. Et en fait, en 5 ans, l'ordre des barreaux s'est intéressé à ces sujets-là. Les cabinets d'avocats ont créé des départements nouvelles technologies. Il y a une maturité. La presse s'est emparée de ce sujet. Il y a des salons des Legal Tech tous les ans dans le monde du droit au Palais des Congrès qui rassemblent des dizaines de milliers de personnes. Donc oui, aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Alors maintenant qu'on a un peu déblayé l'univers, on va pouvoir se concentrer sur une partie concrète, mon avenir. Et dans cette partie, on va pouvoir un peu s'interroger sur à quoi va ressembler mon avenir si je me dirige vers ces métiers du droit. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous faire une présentation rapide des métiers du droit ? Aujourd'hui, en tout cas de ceux à quoi ils ressemblent aujourd'hui, en citant plusieurs exemples de métiers, les plus courants et peut-être les nouveaux aussi. Dans les plus courants, de toute façon, je pense que beaucoup le savent, on imagine avocat. Voilà, avocat qui est ce que je suis, mais encore une fois, il y a plein de manières d'être avocat. Aujourd'hui, il n'y a pas un avocat. Il y a autant d'avocats que de modes d'exercice différents, c'est-à-dire entre l'avocat pénaliste qui va au tribunal, qui porte la robe, qui plaide sur un dossier pour défendre une personne qui est accusée, entre l'avocat en droit des affaires classique, l'avocat en droit de la famille, ou l'avocat comme moi en transformation, mon quotidien ressemble plus à celui d'un consultant qu'à celui d'un avocat. Aujourd'hui, il y a plein de manières d'exercer. Il ne faut pas avoir une vision qui est figée. Après, évidemment, les métiers de magistrat, donc procureur, juge. On pense à des nouveaux métiers, comme je vous ai dit, donc délégué la protection des données, compliance officer, legal designer aussi, qui est un métier qui se développe, qui fait en sorte de mêler le droit avec le design et de faire passer l'information juridique de manière design. Ça se développe aussi. Le métier de legal ops, legal operations officer, qui est un métier qui explose en ce moment avec des salaires assez intéressants, qui est ce que je fais. Donc, qui est un avocat qui est en charge, en fait, ou un juriste, d'accompagner l'organisation, les process, la transformation des organisations juridiques. Donc voilà, il y a plein de métiers, plus communs, moins communs, mais on peut s'amuser dans chacun. Il faut juste trouver ce qui nous plaît, en fait. Oui, il y a une grande diversité dans laquelle beaucoup de profils peuvent se retrouver, du coup, de ce que je comprends. Et et justement, vous, comment vous en êtes arrivé là, en fait, puisque vous disiez qu'il y a 5 ans, ça n'existait pas. Comment vous avez introduit les nouvelles technologies dans votre métier ? C'est pas moi qui les ai introduits. C'est elles qui m'ont inondé. Non, mais en fait, comment ça s'est passé, c'est que je voyais que les nouvelles technologies commençaient à arriver, à se développer. Moi, j'avais une curiosité pour ça, parce que j'avais l'impression de faire beaucoup de copier-coller dans mon travail d'avocat, de rédiger un peu trop à la main, de passer trop de temps sur les tâches un petit peu à faible valeur ajoutée. Donc, du coup, je me suis intéressé à ça et j'ai développé une petite plateforme pour le ministère de la Justice qui permettait en fait d'automatiser tout ce qui était gestion du travail d'intérêt général. En fait, j'ai créé une espèce de Tinder avec d'un côté le profil des personnes condamnées et de l'autre côté les peines qui leur sont affectées. Et l'idée, c'était de faire matcher les personnes condamnées à du travail d'intérêt général à la peine la plus adaptée. Et donc, c'est un petit peu comme ça que je suis rentré dedans. Et puis, avec ça, du coup, j'ai découvert, du coup, tout l'écosystème Legal Tech qui se structurait. Et puis, après, petit à petit, bon an, mal an, les choses avancent. Et quelles sont les nouvelles compétences alors qui s'intègrent dans ce juriste augmenté ? En fait, un juriste, à l'époque, on disait, il y a quelques années, encore même moi, je ne suis pas si vieux que ça, mais quand j'étais en études, on me disait, le juriste, c'est celui qui fait du droit. En fait, faire du droit, certes, c'est important, mais le juriste, c'est quelqu'un qui sait bien communiquer. Le juriste, c'est quelqu'un qui a des compétences aussi en matière business, en matière technologique. C'est quelqu'un qui est débrouillard.
c'est quelqu'un qui sait faire de la gestion de projet. Parce que je pense que beaucoup d'entre vous, là, en ce moment, peut-être, sont amusés avec ChatGPT pour faire leur bac blanc, pour ceux qui sont ici. En fait, ChatGPT et ce genre de technologies vont être en mesure de faire des consultations juridiques. Et donc le jury, ça sera plus celui qui dit le droit, ça sera celui qui gère des projets juridiques, ce qui est un peu différent, qui est capable d'apporter une solution. Et donc voilà, en fait, c'est toutes ces compétences-là qu'il faut aujourd'hui commencer à développer, parce que sinon, c'est peut-être un coup à être un petit peu sur le bas-côté. Alors justement, à quoi ressemble votre quotidien ? Mon quotidien. Même s'il est multicasquette, mais dans ce côté Legal Ops, justement. Mon quotidien, dans mon cabinet, ça peut être c'est très différent, c'est très divers. C'est-à-dire que je peux le matin aider une entreprise, une direction juridique à sélectionner un outil en matière de gestion des contrats ou de droit et société, etc. L'après-midi, je peux aller faire un séminaire chez un de mes clients sur la communication des jurys d'entreprise. Moi j'ai aussi mon activité de création de contenu sur les réseaux, donc il y a une partie forcément commerciale qui est importante, parce qu'en tant qu'avocat, c'est aussi quelqu'un qui a une entreprise, donc qui est amené à vendre un service, donc j'ai une partie commerciale qui est assez forte dans mon activité. Et puis après, voilà, c'est de la rencontre avec du client, c'est de l'organisation d'ateliers, c'est plein de choses. Et justement, quels sont les profils qui vont le plus matcher avec ces professions ? Je pense qu'en termes de profil, c'est les gens qui sont curieux. C'est-à-dire que la curiosité, c'est aujourd'hui, je pense, une des qualités essentielles que doivent avoir la plupart des jeunes étudiants dans tous les domaines confondus. Et c'est vrai, parce qu'on a un monde qui va tellement vite, avec des pandémies, des guerres en Ukraine, avec des nouvelles technologies qui arrivent, etc. Il faut être capable de s'adapter, il faut être curieux et surtout ne pas voir tout ce qui arrive forcément comme quelque chose de négatif, ne pas chercher à le fuir et se dire ok, très bien, comment je pourrais tirer mon épingle du jeu. Je pense que c'est ça, je pense que c'est un petit peu comme ça qu'il faut voir les choses. Voilà, on parlait de ChatGPT là, tout à l'heure. Hier, dans mon cabinet, il y avait une conférence de 2 heures avec des représentants de tous les métiers qui disaient comment on peut utiliser ce genre de technologie dans notre travail aujourd'hui. Donc il faut s'intéresser. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, un nouveau réseau social, même TikTok par exemple. Moi je suis convaincu qu'il y a plein de business à faire en tant qu'avocat sur TikTok, sur les réseaux. Moi je suis sur YouTube par exemple, parce que je suis un vieux. Mais sinon sur Insta, sur TikTok, il y a plein de choses à faire. Donc je pense qu'il faut voir toutes ces nouveautés-là qui arrivent, pas comme quelque chose de négatif, mais plus comme peut-être une opportunité de faire quelque chose. On va passer en pratique. Et dans En pratique, il va être un peu plus question de concret, vers quelles études se diriger, etc. Là, c'est votre casquette de membre pédagogique de l'école ESMD. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'école en quelques mots ? L'ESMD, alors je ne sais pas si je vais le faire aussi bien que mes collègues qui sont en face de moi, mais l'ESMD, donc l'École supérieure des métiers du droit, c'est une école privée de droit qui forme à ce qu'on appelle les nouveaux juristes, c'est-à-dire des juristes avec des compétences différentes. Certes avec un bagage juridique commun, mais avec un apport en compétences business, en compétences relationnelles, en compétences de communication, en compétences technologiques pour s'insérer peut-être au mieux sur le marché du droit. Donc ça, c'est l'ESMD. Donc moi, je ne gère pas l'ESMD, mais je suis intervenant au sein du programme et je suis membre aussi du comité pédagogique. Et qu'est-ce qu'on y apprend alors, justement ? Qu'est-ce qu'on y apprend ? On y apprend à ne pas être au chômage déjà peut-être, ce qui est bien dans le contexte actuel, mais aussi de manière générale, on y apprend, comme je dis, des compétences technologiques, des compétences basiques. On pense par exemple, je parlais du legal design, il y a 20 heures de formation sur le legal design. On parlait du legal ops, ce que je fais, il y a 20 heures de formation internationale en anglais sur le legal ops. Il y a des compétences, il y a des cours en gestion de projet juridique. Donc toutes ces compétences un petit peu soft, qui sont transverses, qui font partie des nouveaux métiers, sont enseignées à l'ESMD. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau en fait. C'est ce que j'allais dire, ce sont des formations nouvelles, oui. Exactement. Il y a des facs de droit qui ont commencé à créer des diplômes universitaires sur ces différents domaines, mais il n'y a jamais eu de vrai programme, de vrai master avec tout ça. Et ça, c'est une vraie singularité aujourd'hui sur le marché européen et pas qu'en France. Donc aujourd'hui, niveau études, il n'y a pas encore une offre très élaborée finalement. Aujourd'hui, il y a des initiatives. L'ESMD s'est adapté pour le coup.
Le SMD s'est adapté au marché. Après, voilà, il y a d'autres écoles aussi qui ont fait des initiatives qui sont intéressantes. Mais peut-être que là, il y a une dimension un peu plus poussée vers les nouveaux juristes. Ok, et le cursus au sein de l'ESMD, comment ça se passe? Est-ce que vous savez si, par exemple, le Legal Tech ou Legal Ops, c'est une spécialisation qui arrive au cours du parcours? Alors, moi, en tant qu'intervenant et non directeur du programme et de formation, je ne suis pas au courant exactement du découpage, et je préfère être honnête dessus. Par contre, vous pouvez aller consulter sur le site web de l'école, là, vous aurez toutes les informations. Et vous intervenez, alors racontez-nous un peu à quel niveau d'études vous intervenez. Moi, du coup, j'interviens dans le Master 2 Legal Tech, enfin, droit des affaires et Legal Tech. Donc voilà, et j'interviens notamment sur le parcours sur un cours de LegalOps d'entre 10 et 20 heures avec tous mes collègues d'EY au niveau international de l'équipe LegalOps. C'est-à-dire qu'au premier cours, on a le représentant des Pays-Bas qui vient, ensuite on a des collègues anglais, suisses, américains, et l'idée c'est qu'on fasse en tout cas monter les étudiants en compétences de manière très pratique, parce que tout le temps l'idée c'est pas de la théorie, c'est des business cases, très pratico-pratique qu'on pourrait croiser tous les jours pour les faire monter en compétences sur les différentes facettes du métier de LegalOps. Et au-delà des études, et ça vous en parlez sur votre chaîne YouTube, il y a l'importance de se développer, de se déployer seul en parallèle, que ce soit sur la connaissance de soi, mais aussi des expériences annexes et de la construction du réseau. Oui, je pense que c'est essentiel, en tout cas aujourd'hui en 2023, c'est-à-dire que là, on s'adresse à, je pense c'est un public de lycéens. Ce qu'il faut se dire, c'est que lorsque vous allez aller à la fac dans quelques mois, dans quelques années, à la fac de droit ou à l'ESMD éventuellement, en fait, il ne faut pas simplement se dire « Ok, très bien, je suis assis sur un banc, je prends des notes, je vais en cours, et puis ensuite aller soirée étudiante et tout. » Soirée étudiante, il faut le faire. Mais ce n'est pas juste ça. Il faut se dire, pendant 5 ans, c'est développer son réseau, participer aux associations, essayer de faire des stages, essayer d'aller à toutes les conférences qui sont organisées par l'école, par la fac ou dans d'autres écoles, et puis développer des compétences qui ne sont pas simplement les compétences stricto sensu juridiques. On est dans un monde qui va vite, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de concurrents, et donc il faut pouvoir se distinguer. Et se distinguer, c'est avec toutes ces compétences, c'est en faisant son réseau, et puis c'est en essayant de se dire « Ok, très bien, quelle valeur moi je peux apporter en plus de mes camarades ?» Et puis ensuite, il faut aller aux soirées, happy hour, les pintes. Voilà, ça fait partie de la tradition, évidemment. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on précise. Et justement, donc le réseau, ça aussi, ça se construit dès les études. Évidemment, parce que... À travers ces événements, notamment. À travers ces événements, les événements plus décontractés, mais aussi les événements plus officiels. Et vraiment, c'est... Votre premier réseau en tant que professionnel, c'est votre réseau étudiant. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à vouloir avoir des contacts, à vous développer, à trouver des clients, vos premiers apporteurs d'affaires, vos premiers clients, c'est vos copains d'école. Donc du coup, déjà, ça, c'est hyper important. Et vraiment, il y a plein d'initiatives tout le temps dans les écoles. Il y a des conférences. Il y a des associations qui sont hyper bien pour se faire un réseau hyper soudé, pour apprendre des compétences autres. Moi, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'EM Lyon Business School, et c'est en association que j'ai l'impression que j'ai appris plus de choses que par les cours en tant que tels, parce que c'est là où tu apprends à gérer des projets, etc. Et c'est des contacts qui sont hyper précieux. Oui. Ouais. Et justement, j'ai oublié ma question. C'était une question par rapport aux années d'études et à la spécialisation. Est-ce que selon vous, c'est indispensable de se spécialiser? Vous disiez que ça aide, mais est-ce que c'est indispensable et ça permet vraiment de se démarquer, de s'orienter plus facilement dans les métiers du droit? Alors, question complexe, parce que je dirais réponse de Suisse, oui et non. C'est-à-dire que effectivement, il faut monter, enfin en tout cas aujourd'hui dans la fac de droit, comment ça se passe? Il y a 3 ans qui sont générales et ensuite en master, qui sont la licence, et ensuite en master une spécialisation. Effectivement, il faut aller de toute façon vers une spécialisation. Étant trop généraliste au début, c'est compliqué, mais après c'est ça qui est la subtilité, c'est que si on veut monter dans les entreprises, dans les cabinets, monter en grade et en poste,
il faut être capable de s'élargir et de s'intéresser un petit peu à tout. Donc, souvent, on commence un petit peu spécialisé, mais il faut pas en fait, faut se spécialiser sans s'enfermer. Il ne faut pas se dire, OK, je suis spécialiste en droit du travail, je fais que le droit du travail. Non, il faut être capable de s'intéresser aussi aux autres, et c'est en s'intéressant au reste qu'on peut réussir à monter monter dans les structures. Et on va terminer cette émission avec notre dernière rubrique qui s'appelle le mot de la fin. Et donc dans cette partie, un dernier message ou un conseil que vous aimeriez encore faire passer, Arthur? Alors un conseil que j'aimerais faire passer, un petit message. Non, mais moi je pense que c'est, ce que j'avais dit, c'est soyez curieux. Je pense que c'est quelque chose qui est à retenir. Soyez curieux, je pense, voilà. Intéressez-vous à tout. Vous voulez faire du droit, mais intéressez-vous aussi aux autres domaines. Intéressez-vous aux sciences, intéressez-vous à l'histoire, intéressez-vous à l'économie. Parce que c'est que des choses qui peuvent vous être utiles dans ce que vous allez faire. Et puis vraiment aussi, les études, c'est des belles années. Et c'est important de se dire, OK, les études, c'est une chose, mais il ne faut pas sacrifier pour autant sa vie personnelle. Il faut continuer, je pense, à avoir un équilibre, à faire du sport, à rencontrer du monde, à profiter, parce que c'est aussi votre état psychologique qui conditionnera votre réussite aux examens. Donc, travaillez consciencieusement, mais pas trop. Merci beaucoup, Arthur. Merci beaucoup. C'est donc la fin de cette émission. Je vous propose de découvrir d'autres thématiques sur la chaîne YouTube L'Étudiant TV dans la rubrique Interview École, le plateau live de l'étudiant. J'espère que cette interview vous aura inspiré. Passez une bonne journée et à bientôt. Merci.